Salut, c'est KSF, c'est ouf ton Vroli. Aujourd'hui, on se décale dans Dostoïevski, une sale histoire. Cette sale histoire est survenue en cette période précise où commençait avec une force aussi irrépressible et un élan aussi touchant la résurrection de notre patrie bien-aimée et l'aspiration de tous ses glorieux fils à de nouvelles destinées, de nouvelles espérances. À ce moment-là, par un beau jour d'hiver, par une soirée lumineuse et glacée, quoique du reste, il fut déjà 11 heures passées. Trois messieurs des plus respectables siégeaient dans une pièce luxueuse et même fastueusement meublée dans l'une des splendides maisons à un étage du quartier de Pétersbourg, et étaient pris par une conversation grave et magnifique sur un thème des plus dignes de curiosité. Ces trois messieurs avaient tous trois rente générale. Ils avaient pris place autour d'un guéridon, chacun dans un fauteuil splendide et moelleux, et tout en conversant dans le confort et dans la paix, ils sirotaient du champagne. La bouteille était là, posée sur le guéridon, dans un seau d'argent rempli de glace. Le fait est que le maître de maison, le conseiller secret Stepan Nikiforovitch Nikiforov, un célibataire endurci de 65 ans, pendait la crémaillère dans la maison qu'il venait d'acheter. Et par la même occasion, fêtait son anniversaire, qui se trouvait tombé juste ce jour-là et qu'il n'avait encore jamais fêté. Du reste, il n'avait pas fait de folie. Du reste, il n'avait pas fait de folie. Comme nous l'avons déjà vu, il n'y avait que deux invités, deux anciens collègues de M. Nikiforov et ses anciens subordonnés, à savoir le conseiller d'État actuel Semyon Ivanovitch Chipolenko, et d'autre part, lui aussi conseiller d'État actuel, Ivan Ilitch Pralinsky. Ils étaient arrivés à 9 heures, avaient pris du thé, puis s'étaient mis au vin et savaient qu'à 11h30 précise, il leur faudrait s'en retourner chez eux. Le maître de maison avait toute sa vie aimé la régularité. Deux mots à son propos. Il avait commencé sa carrière comme petit fonctionnaire sans le sou, avait gravi les échelons tranquillement 45 ans de suite, savait très bien jusqu'où il était capable de monter, ne supportait pas de décrocher, comme on dit, les étoiles dans le ciel, encore qu'il en eût déjà deux, et avait particulièrement horreur d'exprimer sur n'importe quel sujet son opinion personnelle. Il était honnête au sens où il ne lui était jamais arrivé de faire quoi que ce fût de particulièrement malhonnête. Il était célibataire parce qu'il était égoïste. Il était loin d'être bête, mais ne supportait pas de montrer son esprit. Il détestait particulièrement la négligence et l'enthousiasme qu'il considérait comme une négligence morale, et au déclin de sa vie, s'était complètement plongé dans une sorte de confort emprunté d'une douceur paresseuse et dans une solitude systématique. Il avait beau rendre parfois visite à des gens plus haut placés, déjà tout jeune encore, il ne supportait pas de visiteurs chez lui, et les derniers temps, s'il ne faisait pas de réussite, il se contentait de la compagnie de la pendule de sa salle à manger et des soirées entières. Il écoutait imperturbablement, en somnolant dans son fauteuil, son tic-tac sous son globe de verre au-dessus de la cheminée.
Physiquement, il était glabre et on ne peut plus correct, ne faisait pas son âge, était bien conservé, promettait de vivre encore longtemps, et observait des manières de gentleman des plus strictes. Il avait une place qui ne manquait pas de confort. Il siégeait je ne sais où et signait je ne sais quoi. Bref, tout le monde le considérait comme le meilleur des hommes. Il n'avait juste qu'une seule passion, ou pour mieux dire, un seul ardent désir, celui de posséder sa maison. Et oui, une maison construite en hôtel particulier, pas pour être mise en location. Son désir s'était enfin réalisé. Il avait déniché et acheté une maison dans le quartier de Pétersbourg. Certes un peu loin, mais une maison avec jardin. Et qui plus est, une maison élégante. Le nouveau propriétaire se disait que c'était même mieux si c'était loin. Il n'aimait pas recevoir et pour rendre des visites ou pour aller à son bureau, il avait une magnifique voiture à 2 places, couleur chocolat. Son cocher Mireille et ses 2 petits chevaux, petits certes, mais solides et magnifiques. Toutes ces acquisitions étaient le fruit d'une économie de 40 ans, sou à sou. C'en était une vraie joie pour le cœur. Voilà pourquoi, après avoir acheté cette maison et s'y être installé, Stéphane Nikiforovitch, Stéphane Nikiforovitch, Stéphane Nikiforovitch avait ressenti dans son cœur un tel contentement qu'il avait lancé des invitations pour son anniversaire, qu'auparavant il avait toujours tenu caché de ses amis les plus proches. Il avait des vues particulières sur l'un des invités. Lui-même, dans cette maison, il avait occupé l'étage supérieur et donc au rez-de-chaussée, qui avait exactement la même disposition, il avait besoin d'un locataire. Stéphane Nikiforovitch comptait donc sur Semyon Ivanovitch Chipoulenko et ce soir-là, il avait 2 fois de suite orienté la conversation sur ce thème. Mais Semyon Ivanovitch gardait le silence sur le compte. Gardait le silence sur ce compte. C'était lui aussi un homme qui avait fait sa voix par la patience et par l'obstination. Un homme à cheveux noirs et favoris, avec dans la mine un air d'avoir toujours à épancher sa bile. C'était un homme marié, un sédentaire austère. Il tenait sa maison sous la peur, servait avec assurance, savait parfaitement, lui aussi, jusqu'où il serait capable de monter, et mieux encore, jusqu'où il ne monterait jamais. Occupait une bonne place, et l'occupait très fermement. Les nouveaux usages commençant, il les considérait certes non sans un peu de bile, mais ne s'en inquiétait pas trop. Il était très sûr de lui, et ce n'était pas sans une joie méchante qu'il écoutait les philippiques d'Ivan Ilitch Pralinsky sur les thèmes nouveaux. Tous, du reste, ils avaient un peu bu, si bien que même Stepan Nikiforovitch avait daigné entendre M. Pralinsky et se lancer avec lui dans un léger débat sur ses nouveaux usages. Mais quelques mots sur son Excellence M. Pralinsky, d'autant que c'est bien le personnage principal du récit à venir. Le conseiller d'État actuel, Ivan Ilitch Pralinsky, n'était une excellence que depuis 4 mois. Bref, c'était un général jeune. D'âge également, d'ailleurs, il était jeune, environ 43 ans, pas plus. Et physiquement, il paraissait et il aimait paraître, plus jeune encore.
C'était un homme de fière allure, de haute taille, dandy pour le costume et l'élégance distinguée de ce costume. Il possédait un grand art pour porter au cou une médaille des plus notables. Il avait su déjà depuis l'enfance reprendre un certain nombre de lubies du grand monde et vivant célibataire, rêvait d'une épouse riche, voire issue du grand monde. Il rêvait encore de beaucoup de choses, bien qu'il fût loin d'être sot. Parfois, il était un grand bavard et allait jusqu'à aimer prendre des pauses parlementaires. Il était issu d'une grande maison, il était fils de général, tout en délicatesse, avait porté pendant sa tendre enfance du velours et de la batiste, avait été éduqué dans un établissement réservé à l'aristocratie, avait été éduqué dans un établissement réservé à l'aristocratie, et quoi qu'il en fût sorti avec un nombre de connaissances réduit, il avait réussi sa carrière, il avait grimpé jusqu'au rang de général. Sa hiérarchie le considérait comme un homme doué, et même plaçait en lui quelques espoirs. Stepan Nikiforovitch, sous les ordres duquel il avait débuté et avait continué à servir quasiment jusqu'au rang de général, ne l'avait quant à lui jamais considéré comme un homme entièrement sérieux, et ne nourrissait sur son compte aucun espoir. Mais ce qui lui plaisait, c'est qu'il était de bonne maison, qu'il avait de la fortune, c'est-à-dire un grand immeuble de rapport avec un intendant, qu'il comptait dans sa famille des gens qui n'étaient pas les derniers, et qu'en plus il avait une certaine prestance. Stepan Nikiforovitch lui faisait grief dans sa barbe d'un surcroît d'imagination et de frivolité. Ivan Ilitch lui-même sentait parfois qu'il avait trop d'amour-propre et qu'il était même chatouilleux. Chose étrange, parfois il était saisi d'une espèce de crise de conscience maladive, pour ne pas dire de remords. Avec amertume, avec une écharpe secrète au fond de l'âme, il prenait conscience parfois qu'il était loin de voler aussi haut qu'il le pensait. En ces instants-là, il tombait même dans une espèce de mélancolie, surtout quand ses hémorroïdes se donnaient à sentir. Il qualifiait sa vie d'existence manquée, perdait la foi, évidemment in petto, même dans ses capacités parlementaires, se qualifiant de parleur, de phraseur, et même si cela, bien sûr, lui faisait beaucoup d'honneur, cela ne l'empêchait pas du tout, une demi-heure plus tard, de relever la tête et de se ranimer en s'assurant avec d'autant plus d'obstination, d'autant plus d'arrogance, qu'il aura encore l'occasion de se montrer, et que non seulement il deviendra un notable, mais même un homme d'État dont la Russie se souviendrait longtemps. Il avait même parfois des visions de statut. Cela prouve qu'Ivan Ilitch avait des rêves élevés, quoi qu'il cachât, et même avec une certaine peur au plus profond de lui-même, ses rêves et ses songeries vagues. Bref, c'était un brave homme, et même un poète dans l'âme. Ces dernières années, les minutes maladives de désillusion l'avaient visité de plus en plus souvent. Il était devenu comme particulièrement irritable. Il était devenu, comme particulièrement irritable, soupçonneux, et était déjà prêt à prendre toute réplique comme une offense. Mais la Russie, dans son renouvellement, lui avait soudain donné de grands espoirs.
Le rang de général les avait comblés. Il avait ressuscité, il avait relevé la tête. Il s'était soudain mis à parler avec éloquence et d'abondance, à parler des thèmes les plus nouveaux, qui s'étaient acquis d'une façon aussi vive que soudaine, jusqu'à la frénésie. Cherchait des occasions de parler, courait la ville et en de nombreux lieux avait déjà réussi à se faire une réputation de libéral acharné, ce qui le flattait beaucoup. Ce soir-là, après avoir bu 4 coupes, il s'était particulièrement donné carrière. Il avait eu envie de changer toutes les convictions. Il avait eu envie de changer toutes les convictions de Stepan Nikiforovitch, qu'il n'avait pas revu depuis longtemps et qu'il respectait, voire à qui il obéissait toujours. On ne sait pourquoi, mais il le considérait comme un rétrograde. Il avait attaqué avec une fougue extraordinaire. On ne sait pourquoi, mais il le considérait comme un rétrograde. Il avait attaqué avec une fougue extraordinaire. Stepan Nikiforovitch n'avait quasiment pas répliqué. Il l'avait seulement écouté avec un sourire entendu, même si le thème l'intéressait. Ivan Ilitch s'échauffait, et dans le feu de son débat imaginaire, il goûtait à sa coupe plus qu'il n'aurait dû. Alors Stepan Nikiforovitch prenait la bouteille et remplissait cette coupe sans attendre, ce qui, on ne sait pourquoi, avait soudain commencé à blesser, ce qui avait soudain commencé à blesser, on ne sait pourquoi, ce qui on ne sait pourquoi avait soudain commencé à blesser Ivan Ilitch. D'autant que Semyon Ivanitch Chipoulenko, qu'il méprisait particulièrement, et qu'en outre il allait jusqu'à craindre pour son cynisme et sa méchanceté, là à côté de lui se taisait d'un des airs les plus sournois, et souriait plus qu'il ne l'aurait dû. J'ai l'impression qu'ils me prennent pour un gamin, se dit en un éclair Ivan Ilitch. Et non, messieurs, il est temps, il n'était que trop temps, poursuivait-il avec fougue. Nous ne sommes que trop en retard, et à mon avis, l'humanité est la toute première chose. L'humanité avec les subordonnés, en se souvenant qu'eux aussi sont des êtres humains. L'humanité sauvera tout et nous sortira de nous. Hi, entendit-on du côté de Semyon Ivanovitch. Mais qu'avez-vous enfin à tant nous critiquer finit par répliquer Stepan Nikiforovitch avec un sourire aimable. J'avoue, Ivan Ilitch, que je n'arrive toujours pas trop à comprendre ce que vous daignez expliquer. Vous mettez en avant l'humanité. Vous voulez dire l'amour de son prochain, c'est ça? Oui, sans doute, ne serait-ce déjà que ça. Je... Permettez, autant que je puisse en juger, il ne s'agit pas que de ça. L'amour du prochain a toujours été un impératif. La réforme, elle, ne se limite pas à ça. On a soulevé la question des paysans, de la justice, de l'économie, de l'affranchissement des questions morales et, euh, et il y en a à n'en plus finir de ces questions. Et après tout ensemble, ça peut produire, quand on les réunit, beaucoup, pour ainsi dire, de tangage. Voilà sur quoi nous émettions des craintes, et pas seulement sur l'humanité. Et oui, n'est-ce pas, l'affaire, elle est plus vaste, remarqua Semyon Ivanovitch. Je comprends parfaitement, mais permettez-moi de vous faire remarquer, Semyon Ivanovitch, que je me refuse absolument à retarder sur vous dans la compréhension du fond des choses.
remarqua Ivan Ilitch d'un ton sarcastique et beaucoup trop violent. Et permettez-moi quand même de prendre sur moi l'audace de vous faire remarquer à vous aussi, Stéphane Nikiforovitch, que vous non plus, vous ne m'avez pas du tout compris. Je n'ai pas compris. Et cependant, je m'en tiens précisément à cette idée, que je traduis partout, que c'est l'humanité, et précisément l'humanité avec ses subordonnés, du fonctionnaire au scribe, du scribe au domestique, du domestique au paysan, que c'est l'humanité, dis-je, qui peut servir pour ainsi dire de pierre angulaire des réformes à venir et en général du renouvellement des choses. Pourquoi? Parce que, prenez ce syllogisme, je suis humain, par conséquent on m'aime. On m'aime, donc on ressent de la confiance. On ressent de la confiance, donc on croit en moi. On croit en moi, donc on m'aime. C'est-à-dire, non, je veux dire, si on croit en moi, on croira aussi en la réforme. On comprendra, pour ainsi dire, l'essence du fond de la chose, pour ainsi dire. Pour ainsi dire, on s'étreindra moralement et on réglera toute la chose sur un pied amical, fondamental. Qu'est-ce que vous avez à rire, Semyon Ivanovitch? Ce n'est pas clair. Stepan Nikiforovitch haussa les sourcils sans mot dire. Il était étonné. J'ai l'impression que j'ai un peu trop bu, remarqua fieuleusement Semyon Ivanitch, et je dois être un peu dur à la détente. Une espèce, n'est-ce pas, de confusion d'esprit. Ivan Ilitch en fut tout retourné. On ne tiendra pas, prononça brusquement Semyon Nikiforovitch après un certain temps de réflexion. C'est-à-dire comment on ne tiendra pas, demanda Ivan Ilitch, surpris de la remarque soudaine et hors contexte de Stéphane Nikiforovitch. Comme ça, on ne tiendra pas. Stéphane Nikiforovitch n'avait visiblement pas envie de s'étendre davantage. Pour les vins nouveaux et les outres neuves, vous voulez dire, répliqua Ivan Ilitch, non sans ironie. Non, là, non. Moi, je réponds de moi. À cet instant, la pendule sonna 11h30. On reste, et on s'incruste, dit Semyon Ivanitch, s'apprêtant à se lever. Mais Ivan Ilitch le devança, se leva de table tout de suite et prit sa chapka d'astrakhan sur la cheminée. Il avait l'air vexé. Alors donc, Semyon Ivanitch, vous y penserez, dit Stéphane Nikiforovitch, raccompagnant ses hôtes. Pour l'appartement, n'est-ce pas? J'y penserai, j'y penserai. Quand vous aurez pensé, faites-le-moi savoir au plus vite. Hein. Toujours les affaires, remarqua aimablement M. Pralinski avec un certain larbinisme et en manipulant sa chapka. Il avait eu l'impression que c'était comme si on l'oubliait. Stéphane Nikiforovitch haussa les sourcils et estu pour signifier qu'il ne retenait pas ses hôtes. Semyon Ivanitch s'empressa de prendre congé. Ah, bon, après ça, comme vous voulez. Hein. Si vous ne comprenez pas la sainte politesse, concluant lui-même M. Pralinski, et il tendit la main à Stepan Nikiforovitch avec une sorte d'indépendance comme souligné. Dans le vestibule, Ivan Ilitch s'emmitoufla dans sa précieuse pelisse légère, en faisant comme l'effort de ne pas remarquer le raton rusé de Semyon Ivanovitch, et tous deux entreprirent de descendre l'escalier.
Notre vieux, il a comme l'air fâché, dit Ivan Ilitch à Semyon Ivanitch, qui gardait le silence. Non, pourquoi répliqua ce dernier d'une voix posée et froide. Larbin, dit Ivan Ilitch. Ils descendirent les marches du perron. On amena à Semyon Ivanitch son traîneau tiré par un petit poulain gris assez quelconque. Nom d'un chien, où donc Trifone a-t-il fourré mon carrosse s'écria. Nom d'un chien, où donc Trifone a-t-il fourré mon carrosse s'écria Ivan Ilitch, qui ne voyait pas son équipage. On eut beau chercher, il n'y avait pas de carrosse. Où il pouvait bien être, le serviteur de Stepan Nikiforovitch n'en avait pas la moindre idée. On se tourna vers Varlam, le cocher de Semyon Ivanitch, et on obtint pour réponse qu'il avait toujours été là, et le carrosse aussi, il avait été là, et là maintenant non, il n'était plus là. Une sale histoire, prononça M. Chipoulenko. Vous voulez que je vous dépose hein? Quel fumier les gens s'écria fou furieux M. Pralinski. Il m'avait demandé congé, la canaille, pour aller à une noce ici. Quartier de Pétersbourg, une commère, je ne sais quoi, qui se mariait, que le diable la pâte à fiole. Je lui ai formellement interdit de s'éloigner. Et maman au feu qu'il est parti là-bas. C'est juste, remarqua Varlam, qu'il est parti là-bas. Il a promis de revenir dans une minute, c'est-à-dire, n'est-ce pas, d'être là juste à temps. Voilà, c'était comme un pressentiment. Je vais le... Feriez bien de le fouetter une fois ou deux au poste, je vous jure qu'il vous obéira, dit Semyon Ivanitch, qui se couvrait déjà de son tablier. Je vous en prie, ne vous en faites pas, Semyon Ivanitch. Alors vous ne voulez pas? Je vous dépose. Bonne route, merci. Semyon Ivanitch partit, et Ivan Ilitch s'en alla, à pied, sur les trottoirs de bois, en se sentant dans un état d'agacement quelque peu prononcé. Non mais là, maintenant, tu vas voir avec moi, Gredin. J'irai à pied, exprès, pour que tu sentes, pour que tu aies peur. Il revient, et il apprend que son maître est reparti à pied. Crapule. Ivan Ilitch n'avait encore jamais juré ainsi, mais il était vraiment très fou furieux, et de plus, sa tête sonnait un peu comme une enclume. Il n'était pas buveur, c'est pourquoi 5 ou 6 coupes avaient eu un effet immédiat. Mais la nuit était somptueuse. Il gelait, mais il régnait une tranquillité incroyable. Pas un souffle de vent. Le ciel était clair et étoilé. La pleine lune inondait la terre d'un éclat d'argent et mat. D'un éclat d'argent mat. La pleine lune inondait la terre d'un éclat d'argent mat. On sentait si bien qu'Ivan Ilitch, après avoir fait 50 pas, avait presque oublié son malheur. Il commençait à se sentir comme particulièrement bien. De plus, les gens un peu éméchés changent très vite d'impression. Les pauvres petites maisonnettes en bois de la rue commençaient même à lui plaire. C'est bien remarqué que j'y sois allé à pied, se disait-il, et ça donne une leçon à Tifron, et moi, ça me fait un plaisir. C'est vrai, je devrais faire plus de marche à pied. Et quoi? Sur la grande perspective, je trouverai tout de suite un cocher. Et quoi? Sur la grande perspective, je trouverai tout de suite un cocher. La belle nuit, et toutes ces petites maisons. Le gagne petit qui doit y habiter, des fonctionnaires, des marchands peut-être. Ce Stepan Nikiforovitch. Et quels rétrogrades tous. Quelle vieille bourrique.
Parfaitement, des bourriques, c'est le mot. Ceci dit, c'est un homme intelligent. Il a ce bon sens, une compréhension des choses lucide, pratique. Mais alors des vieux, mais des vieux, ils n'ont pas ce, comment ça s'appelle, quelque chose qu'ils n'ont pas, on ne tiendra pas. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il en est même resté pensif quand il parlait. Du reste, il ne m'a pas du tout compris. Et il fallait le faire pour ne pas comprendre. C'est plus dur de ne pas comprendre que de comprendre. L'essentiel est que je suis convaincu, convaincu au fond du cœur. L'humanité, l'amour de son prochain, rendre à l'homme lui-même, faire renaître sa dignité personnelle, faire renaître sa dignité personnelle, et là, mettez-vous à la tâche avec un matériau tout prêt. Je crois que c'est clair, hein. Et oui. Non mais là, permettez. Votre Excellence, prenez ce syllogisme. Nous croisons par exemple un fonctionnaire pauvre, tout petit. Qui es-tu? Réponse, un fonctionnaire. C'est bon, un fonctionnaire. Ensuite, un fonctionnaire en quoi? Réponse, un fonctionnaire, n'est-ce pas, en ci et en ça. Tu travailles, je travaille. Tu veux être heureux, je veux être heureux. Qu'est-ce qu'il te faut pour ton bonheur? Ceci et cela. Pourquoi? Parce que... Et là, cet homme me comprend dès le premier mot. Cet homme est à moi, cet homme est pris, pour ainsi dire, dans les restes, et je fais de lui tout ce que je veux, c'est-à-dire pour son propre bien. Un sale homme, ce Semyon Ivanitch. Un sale bonhomme, ce Semyon Ivanitch. Cette sale tronche qu'il a. Faites-le fouetter au poste. Il a dit ça exprès. Non, n'importe quoi, fais-le fouetter toi-même, moi je ne le ferai pas. Je vais achever Triphone, moi, je vais achever Triphone, moi, par la parole. Par leurs reproches, je l'achèverai, et ça, il le sentira. Pour ce qui est des verges, une question en suspens. Je ne ferai pas un tour chez Emerance. Zut, nom d'un chien, les maudits trottoirs, s'écria-t-il, faisant un brusque écart. Et ça se dit une capitale. La culture, on peut se casser la jambe. Je le déteste, ce Semyon Ivanitch. Une tronche détestable. C'est lui tout à l'heure qui a ri dans sa barbe quand j'ai dit ils s'éteindront moralement. Et oui, ils s'éteindront. Toi, en quoi ça te regarde? Toi, c'est sûr que je ne t'étreindrai pas. Je ne t'étreindrai pas. Ils s'étreindront moralement. Et oui, ils s'étreindront. Toi, en quoi ça te regarde? Toi, c'est sûr que je ne t'étreindrai pas, mais plutôt un moujik. Je croise un moujik, je peux même parler à un moujik. Cela dit, j'étais sous et je ne me suis peut-être pas exprimé comme il faut. Maintenant non plus, si ça se trouve, je ne m'exprime pas comme il faut. Hmm. Jamais plus je ne boirai. Le soir tu déblatères et au matin tu te repens. Mais quoi que je n'en suis pas à avoir le roulis, à remarquer, tous des gredins.
Ainsi pensait Ivan Ilitch par bribes incohérentes en continuant de marcher sur le trottoir. L'air frais agit sur lui et, pour ainsi dire, le dégrisa. 5 minutes plus tard, il se serait calmé et aurait eu sommeil. Or, brusquement, presque à 2 pas de la grande perspective, il entendit de la musique. Il regarda autour de lui. De l'autre côté de la rue, dans une vieille maison en bois, de plein pied mais assez longue, on faisait une grande fête. Les violons miaulaient, la contrebasse grinçait et la flûte s'affolait en glapissant sur un très joyeux motif de quadrille. Il y avait du public devant les fenêtres, surtout des femmes en veste de coton, des foulards sur la tête. Elles tendaient tous leurs efforts pour distinguer quelque chose à travers les fentes des volets. Visiblement, on s'amusait. Le fracas des danseurs parvenait de l'autre côté de la rue. Ivan Ilitch remarqua un gendarme non loin de lui et l'aborda. Dis donc, mon vieux, elle est à qui la maison demanda-t-il, ouvrant un petit peu sa pelisse de luxe, juste assez pour que le gendarme puisse voir la médaille notable qu'il portait au cou. Au fonctionnaire Pseldonimov, enregistrateur, répondit-il, au garde à vous. Le gendarme, qui en un clin d'œil avait eu le temps de remarquer la chose. Pseldonimov? Bah, mais Pseldonimov, et qu'est-ce qu'il fait? Il se marie. Il se marie, votre noblesse, avec la fille d'un conseiller tutélaire. Avec la fille d'un conseiller titulaire. Mleko Pitaïev, le fonctionnaire, il a travaillé au tribunal. Cette maison, c'est la dot de sa fille. Et donc cette maison, elle passe au nom de Pseldonimov et plus de Mleko Pitaïev. De Pseldonimov, votre noblesse. Elle était à Mleko Pitaïev maintenant, elle était avant à Mleko Pitaïev, maintenant elle est à Pseldonimov. Si je te le demande, mon vieux, c'est que je suis son chef. Je suis le général du service où Pseldonimov est employé. À vos ordres, votre excellence. Le gendarme se tenait à présent droit comme un piquet, tandis qu'Ivan Ilitch, lui, demeurait comme pensif. Il remuait une pensée. Oui, réellement, Pseldonimov travaillait dans son service, et même dans son secrétariat. Il se souvenait vaguement de lui. C'était un petit fonctionnaire, dans les 10 roubles de traitement par mois. Comme M. Pralinsky avait reçu ce secrétariat depuis encore très peu de temps, il ne pouvait pas se souvenir trop précisément de tous ses subordonnés, mais il se souvenait de Pseldonimov et précisément pour son nom de famille. Ce nom lui avait sauté aux yeux dès la première fois, au point qu'il avait même été curieux de voir d'un peu plus près le propriétaire d'un tel nom. Il se souvenait à présent d'un homme encore tout jeune, au long nez crochu, aux cheveux blancs en bataille, éthique et mal nourri, vêtu d'un uniforme impossible et d'un pantalon si impossible qu'il en devenait indécent. Il se souvenait que sur le coup, une pensée lui avait traversé l'esprit. Il pouvait donner 10 roubles au pauvre bougre à l'occasion des fêtes pour qu'il se refasse. Mais comme le pauvre bougre avait vraiment par trop une face de carême, et que son regard était antipathique à l'extrême, qu'il éveillait même le dégoût, cette bonne pensée s'était comme évaporée toute seule. Et Pseldonimov avait dû se passer de prime. Il avait été d'autant plus surpris quand la semaine passée, ce même Pseldonimov lui avait demandé l'autorisation de se marier. Ivan Ilitch se souvenait que pour une raison ou une autre, il n'avait pas eu le temps de se plonger plus au fond dans cette affaire, de telle sorte que ce mariage avait été réglé très vite, à la hâte.
Mais malgré tout, il se souvenait précisément qu'avec cette fiancée, Pseldonimov recevait cette maison en bois et 400 roubles en liquide. Cette circonstance, sur le coup, l'avait surpris, elle aussi. Il se souvenait qu'il avait même fait un petit jeu de mots sur cette rencontre entre les noms de famille Pseldonimov et Mlekopitaïev. Tout cela, il s'en souvenait clairement. Les souvenirs lui revenaient, et il pensait de plus en plus. On le sait, ce sont des méditations entières qui nous passent parfois pas la tête en une seconde, sous la forme d'espèces de sensations, sans traduction dans aucune langue humaine, sans parler de langue littéraire. Mais nous tenterons pourtant de traduire ces sensations de notre héros et de présenter au lecteur ne serait-ce que le fond de ces sensations, ce qu'elles portaient, pour ainsi dire, de plus essentiel et de plus vraisemblable. Parce que, n'est-ce pas, nous avons bien des sensations qui, si elles étaient traduites dans une langue ordinaire, nous paraîtraient complètement invraisemblables. Voilà pourquoi elles ne sortent jamais au jour, mais existent chez tous. Il va de soi que les sensations et les pensées d'Ivan Ilitch allaient un peu par bribes, mais vous en savez la raison. Et quoi, pensait-il dans un éclair? Nous tous là, on parle, et quand on arrive aux choses concrètes, c'est juste une bulle de savon. Voilà un exemple, ne serait-ce que ce fameux Pseldonimov. Il est revenu tout à l'heure de l'église, bouleversé, plein d'espoir, dans l'attente de jouer. C'est l'un des jours les plus heureux de sa vie. Maintenant, il s'agite avec les invités. Il donne une fête, modeste, pauvre, mais joyeuse, gaie, sincère. Et quoi que... Et quoi s'il pouvait penser que, à cette même minute, moi, son chef suprême, je me tiens là devant sa porte et j'écoute sa musique. C'est vrai, ça. Qu'est-ce qu'il deviendrait? Non, mais qu'est-ce qu'il deviendrait si là maintenant, moi, v'lan j'entrais? Hmm. Évidemment, au début, il serait pris de panique, il serait figé de confusion. Je le dérangerais, j'aurais gâché peut-être tout. Oui, c'est ce qui se passerait si c'était n'importe quel général qui entrait et pas moi. Il est là le truc. N'importe quel général, pas moi. Oui, Stéphane Nikiforovitch, vous ne m'avez pas compris tout à l'heure, mais voilà un exemple vivant. Et oui, nous crions tous l'humanité, l'humanité. Mais faire preuve d'héroïsme, accomplir un exploit, nous n'en sommes pas capables. Quel héroïsme, celui-là. Réfléchissez un peu. Avec les relations qui existent en ce moment entre tous les membres de la société, si je me présente à minuit passé au mariage de mon subordonné, un registrateur, 10 roubles de salaire. Mais c'est une confusion, c'est un chambardement de toutes les idées, le dernier jour de Pompéi, le Capharnaüm. Personne ne comprendra. Stéphane Nikiforovitch mourra plutôt que de comprendre. Il a bien dit, n'est-ce pas, on ne tiendra pas. Oui, mais ça, c'est vous, les vieux, les gens de la paralysie, de la routine. Alors que moi, je tiendrai. Je ferai du dernier jour de Pompéi le jour le plus doux pour mon subordonné. Et un geste fou sera un geste normal, patriarcal, moral et noble. Oui, oui, écoutez ça un peu. Bon voilà, mettons, j'entre. Ils restent stupéfaits, ils interrompent les danses, ils ouvrent des yeux frénétiques, ils reculent. Et oui, mais c'est là que je me montre. Je vais directement vers mon pseudonyme terrorisé, et avec le sourire le plus gentil, avec les mots, n'est-ce pas, les plus simples. Je lui dis, voilà, n'est-ce pas, j'étais chez son excellence Stéphane Nikiforovitch.
Je suppose que tu connais ici, là, un voisin. Ici, rapidement, comme ça, sous forme humoristique, je raconte l'aventure avec Triphone. De Triphone, je passe au fait que je suis rentré à pied. Bon, j'entends de la musique, je me renseigne auprès du gendarme et j'apprends, mon vieux, que tu te maries. Tiens, je me dis, je vais faire un tour chez mon subordonné. Je vais voir comment mes fonctionnaires s'amusent et se marient. Tu me chasseras pas, je présume. Tu me chasseras. Quel mot pour un subordonné? Ça me ferait bien rire qu'il me chasse. Je pense qu'il deviendra fou. Il se précipitera pour me faire asseoir dans un fauteuil, il tremblera d'extase, il aura du mal à comprendre, même la première fois. Non, mais que peut-il y avoir de plus simple, de plus élégant qu'un tel acte? Pourquoi je suis entré? C'est une autre question. Ça, déjà, pour ainsi dire, c'est le côté moral de la chose. C'est là tout le piment. À quoi je pensais, oui. Et évidemment, ils me placeront avec leur hôte de marque, un conseiller titulaire quelconque ou un parent, un capitaine en retraite au nez rouge. Ces originaux-là, Gogol, il les a si bien décrits. Bon, je fais connaissance évidemment avec la mariée. Je lui fais des compliments, je rassure les convives. Je leur demande de ne pas se sentir gênés, de s'amuser, de continuer les danses. Je fais de l'humour, je ris, bref, je suis aimable et charmant. Je suis toujours aimable et charmant quand je suis content de moi. Le truc est que là, j'ai l'impression que je suis toujours un peu, je crois bien enfin, c'est-à-dire pas sous, mais évidemment, moi, un gentleman, je suis sur un pied d'égalité avec eux et je n'exige absolument pas de signe. Je ne sais pas, particulier. Mais moralement, c'est tout autre chose. Ils comprendront, ils apprécieront. Mon acte ranimera en heureux, mon acte ranimera en eux toute la noblesse. Bon, je reste une petite demi-heure. Bon, allez, 1 heure. Je m'en vais, bien sûr, juste avant le repas, et eux, là, ils se mettent à s'agiter, les pâtés en croûte, les rôtis, ils s'inclinent jusqu'à terre, et moi, je me contente de boire une coupe, et le banquet, je le refuse. Je dirais les affaires. Et bon, à peine aurais-je prononcé ça, les affaires, tout le monde fera tout de suite une mine sévère, plus respectueuse. Par là, je rappellerai délicatement qu'entre eux et moi, il n'y a, n'est-ce pas, une différence. La terre et le ciel, hein. Ce n'est pas du tout que je voulais leur faire comprendre, mais il faut bien. C'est même indispensable du point de vue moral. Et quoi qu'on puisse dire. Remarquez, je leur sourirai tout de suite. Même, j'irai un peu, peut-être. Et tout le monde sera rassuré. Je plaisante encore une fois avec la mariée. Hmm. Même tenez, je ferai une allusion comme quoi, dans 9 mois précisément, je reviendrai en qualité de parrain. Parce qu'elle, vous pensez, elle aura accouché pour ce temps-là. Ils se multiplient ceux-là comme des lapins. Bon là, tout le monde éclate de rire, la mariée rougit, et moi, avec émotion, je lui pose un baiser sur le front, même je la bénis, et le lendemain, dans ma chancellerie, tout le monde parle de mon exploit. Moi, le lendemain, je suis redevenu sévère. Le lendemain, je suis redevenu exigeant et même impitoyable. Mais eux, ils savent tous que je suis comme eux. Ils connaissent mon âme. Ils connaissent mon essence. Il est sévère en tant que chef, mais en tant qu'homme, c'est un ange. Et là, j'ai vaincu. Je les ai gagnés juste par un petit geste, auquel vous n'auriez jamais pensé. Maintenant, ils sont à moi. Je suis le père, hein. Ils sont les enfants. Evlan, votre Excellence Stépan Nikiforovitch vous tient. J'aimerais bien vous y voir. Mais savez-vous,
Mais est-ce que vous comprenez que Pseldonimov, il en reparlera à ses enfants comme le général lui-même est venu festoyer et comme même il a bu à sa noce. Mais est-ce que vous comprenez que Pseldonimov, il en reparlera à ses enfants comment le général lui-même est venu festoyer et comment même il a bu à sa noce. Mais les enfants, même ils le rediront à leurs enfants, et eux ils le raconteront à leurs petits-enfants, comme l'histoire la plus sacrée, comme un grand notable, un homme d'État. Et moi, à ce moment-là, c'est déjà ce que je saurais, leur a fait l'honneur, etc. Mais je relèverais moralement l'humilité, je le rendrai à lui-même, parce qu'il touche 10 roubles par mois. Parce que si je le raconte comme ça, 5 fois ça, ou 10, ou quelque chose dans le genre, mais je me gagnerai une popularité universelle. Je me serai imprimé dans tous les cœurs, et le diable le sait, ce que ça peut donner par la suite, la popularité. C'est ainsi, ou presque ainsi, que pensait Ivan Ilitch. Messieurs, allez savoir ce qu'on peut penser parfois en soi-même, et qui plus est dans un état quelque peu excentrique. Toutes ces réflexions avaient fusé dans sa tête en à peine plus d'une demi-minute, et bien sûr, peut-être, il se serait contenté de ces petites songeries. Après quoi, ayant moralement fait honte à Stepan Nikiforovitch, il serait le plus tranquillement du monde rentré chez lui et serait mis au lit. Et il aurait bien fait. Mais tout le malheur faisait que la minute était excentrique. Comme par hasard, soudain, au même moment, son imagination lui dessina les visages satisfaits de Stepan Nikiforovitch et Semyon Ivanovitch. On ne tiendra pas, répéta Stepan Nikiforovitch en souriant de haut. Répétait en écho Semyon Ivanovitch avec son sale sourire. Eh bien, nous verrons bien comment on ne tiendra pas, dit Ivan Ilitch avec résolution. Une bouffée de chaleur le saisit. Il descendit du trottoir et d'un pas ferme traversa la rue et se dirigea vers la maison de son subordonné, le registrateur Pseldonimov. Son étoile l'entraînait. Il entra d'un pas alerte par le portillon ouvert et chassa d'un coup de pied méprisant un roquet hirsute et enroué qui, plus par bienséance que par conviction, s'était jeté sur lui en aboyant d'une voix rauque dans ses jambes. Par une planche de bois, il parvint à un perron découvert. Il parvint à un perron couvert qui avançait sur la rue comme une guérite et grimpant 3 vieilles marches de bois, il monta vers un vestibule étriqué. Là, quelque part, dans un coin, brûlait un bout de chandelle ou quelque chose comme une lampe, mais cela n'empêcha pas Ivan Ilitch, tel qu'il était avec ses caoutchoucs, d'enfoncer son pied gauche dans une galantine qu'on avait mise à refroidir. Ivan Ilitch se pencha et regardant les choses d'un air curieux, il vit qu'il y avait là 2 autres plats, des espèces de plats en gelée et encore 2 moules, avec visiblement du blanc mangé. La galantine écrasée le fit rougir, et pour juste un tout petit instant, il sentit une idée lui traverser la tête. Ne fallait-il pas filer là maintenant? Mais il jugea ça trop vil. Après avoir réfléchi que personne ne l'avait vu et que réellement personne ne le soupçonnerait, il s'empressa d'essuyer son caoutchouc pour effacer toutes les traces, trouva à tâtons la porte tendue de feutre, l'ouvrit et se trouva dans une minuscule entrée. Une bonne moitié de cette entrée était littéralement noyée sous les manteaux, les redingotes, les blouses, les capuchons, les écharpes et les caoutchoucs. Dans l'autre moitié, c'étaient des musiciens qui s'entassaient.
2 violons, une flûte et une contrebasse. En tout, 4 hommes, hein, pris, cela va de soi, dans la rue, hein. Ils étaient installés derrière une table de bois brut, éclairée par une unique chandelle, et s'échinaient de toute leur force sur la dernière figure d'une quadrille. Par la porte ouverte sur la salle, on pouvait distinguer les danseurs dans la poussière, le tabac et la fumée. Il régnait une espèce de gaieté frénétique. On entendait des rires, des cris et des hurlements de dames. Les cavaliers tapaient du pied comme un escadron de chevaux. Tout ce Capharnaüm était dominé par les ordres du maître de ballet, un homme visiblement très désinvolte et même débraillé. Cavalier en avant, chaîne de dames balancée, etc., etc. Ivan Ilitch se débarrassa de sa pelisse et de ses caoutchoucs sans une certaine agitation, et sa chapka à la main, il entra dans la pièce. Du reste, il ne réfléchissait plus. Au tout début, personne ne le remarqua. Tout le monde finissait de danser. Ivan Ilitch se tenait comme étourdi et n'arrivait pas à distinguer quoi que ce soit dans ce grouillement. Il voyait fuser des robes, des cavaliers, la cigarette au bec. Une seconde, ce fut l'écharpe bleu clair d'une dame qui lui fouetta le nez. Derrière elle, dans un enthousiasme frénétique, il vit courir un étudiant en médecine, les cheveux tourbillonnant à tous les vents, qui lui donna un coup de coude assez puissant. Il vit fuser aussi, long comme une perche, un officier, il ne savait quel régiment. Quelqu'un hurla, d'une voix étudiée et glapissante, en courant et en tapant du pied avec les autres. Vas-y, Pseudominouchka. Sous les pieds d'Ivan Ilitch, il avait quelque chose de poisseux. Sous les pieds d'Ivan Ilitch, il avait quelque chose de poisseux. Visiblement, le plancher était imbibé de cire. Dans cette pièce, d'ailleurs, assez spacieuse, on comptait bien une trentaine de convives. Mais une minute plus tard, le quadrille était fini et presque tout de suite, il se produisit ce qu'Ivan Ilitch s'était imaginé, alors qu'il ne faisait encore que songer sur le trottoir. Parmi les convives et les danseurs, qui n'avaient pas encore eu le temps de reprendre leur souffle et d'essuyer la sueur de leur visage, il passait une espèce de grondement, une espèce de rumeur absolument extraordinaire. Tous les yeux, tous les visages se tournèrent vers l'hôte qui venait d'entrer. Ensuite, immédiatement, tout le monde se mit peu à peu à reculer en s'écartant. Ceux qui n'avaient rien remarqué se faisaient tirer par la manche et ramener à la raison. Ils se retournaient et tout de suite ils se mettaient à reculer avec les autres. Ivan Ilitch restait toujours à la porte, sans avancer d'un pas, et entre lui et les convives, il se formait un espace libre de plus en plus vaste, espace parsemé d'une infinité de papiers de bonbons, de petits papiers, de billets et de mégots. Souvent dans cet espace entra timidement un jeune homme en uniforme de fonctionnaire, blond, les cheveux un peu en bataille, le nez crochu. Il s'avançait penché en deux et regardait cet hôte inattendu exactement avec cet air que prend un chien qui s'avance vers son maître quand il lui a promis un coup de pied. Bonjour, c'est Lominov, tu me reconnais dit Ivan Ilitch, et au même instant, il sentit qu'il avait dit une chose affreusement maladroite. Il sentit également que peut-être bien à cet instant, il avait fait une des bêtises les plus terribles. Votre Excellence, marmonna Pseudominov. Et oui, tu vois, mon vieux, je suis passé tout à fait par hasard, comme sans doute tu peux te l'imaginer toi-même. Mais Pseudominov, visiblement, ne pouvait rien s'imaginer du tout. Il restait là, les yeux écarquillés, dans une stupeur épouvantable. Tu ne me chasseras pas tout de même, je présume. Bon gré, mal gré, reçois ton hôte, poursuivit Ivan Ilitch, sentant qu'il se troublait jusqu'à être pris d'une faiblesse indécente, qui voulait sourire et qui ne le pouvait plus.
que le récit humoristique que Stéphane Nikiforovitch et Trifon devenait de plus en plus impossible. Et Pseldonimov, comme un fait exprès, ne sortait pas de son hébétude et continuait de le regarder avec un air de crétin total. Ivan Ilitch fut traversé d'un tic nerveux. Il sentit qu'une minute comme celle-là, cela donnera un capharnaüm invraisemblable. Peut-être que je dérange, je ne sais pas. Je m'en vais, dit-il avec toutes les peines du monde, et une vénule se mit à tressauter à la commissure droite de ses lèvres. Mais Pseldonimov avait eu le temps de se reprendre. Votre Excellence, voyons, l'honneur, marmonnait-il, s'inclinant précipitamment. Faites-nous l'honneur de vous asseoir. Et se ranimant de plus en plus, il lui indiquait des deux mains le divan qu'on avait séparé de la table à cause des danses. Ivan Ilitch se sentit l'âme reposée et s'affaissa sur le divan. Aussitôt, quelqu'un se précipita pour approcher la table. Il regarda rapidement autour de lui et remarqua qu'il était le seul à rester assis et que tous les autres étaient debout, même les dames. Mauvais signe. Mais il était encore trop tôt pour rappeler et redonner de l'entrain. Les autres reculaient toujours et devant lui, pliés en deux, il n'y avait toujours que Pseldonimov, qui ne comprenait toujours pas et qui était loin de sourire. C'était moche, bref, à cette minute. Notre héros supporta une telle angoisse que réellement sa descente digne d'Haroun al-Rachid au nom du principe chez un subordonné aurait pu être considérée comme un exploit. Mais brusquement, une silhouette se retrouva aux côtés de Pseldonimov et commença à s'incliner. À son plaisir le plus indicible, et même à son bonheur, Ivan Ilitch reconnut tout de suite un chef de bureau de son administration. Hakim Petrovitch Soubikov, que bien évidemment il ne fréquentait pas, mais qu'il connaissait comme un fonctionnaire sérieux et effacé. Il se leva tout de suite et tendit sa main à Hakim Petrovitch, toute sa main, pas seulement deux doigts. L'autre l'a reçu entre ses deux paumes, pardon. L'autre l'a reçu entre ses deux paumes avec la vénération la plus totale. Le général triomphait, tout était sauvé. Et réellement maintenant, Pseldonimov n'était plus, pour ainsi dire, la deuxième, mais la troisième personne. On pouvait adresser le récit directement au chef de bureau, le prenant, nécessité faisant loi pour un ami et même un ami proche, tandis que Pseldonimov, pendant ce temps, pouvait se contenter de se taire dans un frisson sacré. De fait, les bienséances étaient sauves. Or, le récit était indispensable. Ivan Ilitch le sentait. Il voyait que tous les autres attendaient quelque chose, que dans les deux portes tout le monde se pressait, même les gens de la maison, qui s'étaient presque en train de s'escalader les uns les autres pour voir et écouter. Ce qui était moche, c'est que le chef de bureau, par bêtise, ne s'asseyait toujours pas. Mais enfin, reprit Ivan Ilitch, indiquant maladroitement le divan auprès de lui. Oh, voyons, je peux rester ici. Et Hakim Petrovitch s'empressa de s'asseoir sur une chaise présentée dans l'élan par un Pseldonimov qui lui aussi continuait de rester debout. Imaginez ce qui m'arrive, commença Ivan Ilitch, s'adressant exclusivement à Hakim Petrovitch d'une voix encore un peu tremblante mais dégagée. Il étendait et séparait les mots, accentuant les syllabes, s'était mis à prononcer le A comme une espèce de bref, il sentait qu'il faisait le pitre, et il en avait pleinement conscience, mais il ne pouvait plus se contrôler. C'était une espèce de force extérieure qui agissait. À cette minute-là,
il y eut la conscience torturante d'une quantité de choses. Imaginez, j'arrive juste de chez Stéphane Nikiforovitch Nikiforov. Vous connaissez peut-être, conseiller secret. Enfin, dans cette commission, Hakim Petrovitch s'inclina respectueusement de tout le torse. Comment ne pas connaître? Maintenant, c'est ton voisin, poursuivit Ivan Ilitch, s'adressant un instant pour la bienséance à la désinvolture à Pseldonimov. Mais il se détourna très vite, après avoir compris en une seconde au regard de Pseldonimov que ça lui était absolument égal. Le vieux, tu sais, toute sa vie, il n'a eu qu'un seul rêve, s'acheter une maison. Et il se l'est acheté. Et une maison pas mal du tout. Oui, et là aujourd'hui c'est tombé sur son anniversaire, qu'il n'avait jamais fêté avant, qu'il nous cachait même. Il rechignait par avarice. Et, et il a été tellement heureux de sa nouvelle maison qu'il nous a invités. Semyon Ivanovitch et moi, vous connaissez, Chipolenko. Hakim Petrovitch se courba à nouveau. C'est avec elle qu'il se courbait. Ivan Ilitch se consola un peu. Sinon, il lui venait déjà en tête que son chef de bureau allait savoir, commençait à comprendre qu'il était un point d'appui pour son excellence. Là, ça aurait été le pompon. Bon, on a passé du temps tous les trois, il nous a servi du champagne, on a parlé affaires, fin de ci de ça, il y a même eu un débat, et bon, Hakim Petrovitch fronça respectueusement les sourcils. Mais il ne s'agit pas de ça. Je finis par prendre congé. Le vieux, il a sa règle, il se couche tôt, vous savez, la vieillesse. Je sors, hein, pas de Trifone. Je m'inquiète, j'interroge où est donc ce que ce Trifone a mis le carrosse. Où donc est-ce que Trifone a mis le carrosse? Il s'avère qu'il espérait que j'allais rester plus longtemps, qu'il est parti à je ne sais quelle noce, chez une commère qu'il a, ou chez sa sœur. Enfin, Dieu sait qui. Là, quelque part. Quartier de Pétersbourg. Et le carrosse, il l'a emmené avec. Et le carrosse, il l'a emmené avec. Le général, une nouvelle fois, lança par bienséance un regard vers Pseldominov. L'autre se sentit à la seconde se tordre tout entier, mais pas du tout comme le voulait le général. Aucune compassion, aucun cœur, se sentit-il penser en un éclair. Voyez-vous cela, prononça Anakim Petrovitch profondément bouleversé. Une petite rumeur de surprise passa sur toute la foule. Vous imaginez ma position? Ivan Ilitch lança un regard sur cette foule. Rien à faire, je pars à pied. Je me disais, je vais arriver jusqu'à la grande perspective, et là, je trouverai bien un cocher, et répliqua respectueusement Hakim Petrovitch. Une nouvelle rumeur, mais cette fois beaucoup plus gaie, traversa la foule. À ce moment-là, le verre de la lampe murale éclata à grand bruit. Quelqu'un se précipita avec fougue pour la ranger. À ce moment-là, le verre de la lampe murale éclata à grand bruit. Quelqu'un se précipita avec fougue pour la ranger. Pseldonimov tressaillit et lança vers la lampe un regard sévère. Mais le général n'y fit même pas attention, et tout s'apaisa. Je marche, et la nuit, si belle, si tranquille. Soudain, j'entends de la musique, des bruits de pas, des danses. J'interroge un gendarme. Pseldonimov se marie.
Dis donc, mon vieux, tu donnes des balles pour tout le quartier de Pétersbourg, ah, fit-il soudain, se tournant à nouveau vers Pseldonimov. Oui, reprit Hakim Petrovitch. Les autres se remirent à s'agiter, mais le plus bête était que Pseldonimov, même s'il était à nouveau incliné, là encore avait refusé de sourire, comme s'il était un vrai bout de bois. Mais il est bête ou quoi, se dit Ivan Ilitch. Même un âne aurait dû sourire et tout serait allé comme sur des roulettes. L'impatience bouillonnait dans son cœur. Je me dis, tiens, je vais faire un tour chez mon subordonné. Il n'ira pas me chasser tout de même. Bon gré, mal gré, reçois ton hôte. Tu m'excuseras, mon vieux. Si je dérange, je m'en vais. Je suis juste passé, n'est-ce pas, regarder un peu. Mais peu à peu, un mouvement général renaissait. Hakim Petrovitch avait un air des plus doucereux. Vous, votre Excellence, vous pourriez déranger. Vous, votre Excellence, vous pourriez déranger. Tous les autres se remirent à bouger et manifestèrent des signes de désinvolture. Les dames s'étaient déjà presque toutes rassises. Bon signe, signe positif. Les plus audacieuses s'éventaient avec leurs mouchoirs. L'une d'elles, vêtue d'une robe de velours usée, dit quelque chose exprès, très fort. L'officier à qui elle s'était adressée voulut lui répondre, lui aussi très fort, mais comme il n'était que deux à vouloir parler fort, il eut la frousse. Les hommes, tous plutôt des secrétaires et deux, trois étudiants, échangeaient des regards comme s'ils se poussaient les uns les autres à prendre un air dégagé. Ils tous sautaient et firent même deux pas dans diverses directions. Du reste, personne n'avait réellement peur, mais les gérants étaient tous comme frénétiques, et tous ou presque, au fond d'eux-mêmes, lançaient un regard hostile vers ce notable qui leur était tombé dessus pour troubler leur gaieté. L'officier, rougissant de sa lâcheté, commença peu à peu à s'approcher de la table. Mais dis-moi, mon vieux, permets-moi de te demander ton prénom et ton patronyme, demanda Ivan Ilitch à Pseldonimov. Porphyrie, fils de Piotr, votre Excellence, répondit celui-ci, les yeux écarquillés comme à la parade. Présente-moi donc, Porphyri Petrovitch, à la mariée, conduis-moi. Et il découvrit le désir de se lever. Mais Pseldonimov se précipita à toutes jambes vers le salon. Du reste, la mariée était là, devant la porte, à cela près que, sitôt qu'elle avait entendu qu'on parlait d'elle, elle s'était à nouveau cachée. Une minute plus tard, Pseldonimov la conduisait par la main. Tout le monde s'écarta, alors c'est dans le passage. Ivan Ilitch se leva solennellement et s'adressa à elle avec un sourire des plus aimables. Très très heureux de vous connaître, prononça-t-il en s'inclinant, tout à fait comme dans le grand monde, et d'autant plus en un jour pareil. Il fit un sourire des plus pervers. Les dames s'agitèrent plaisamment. Charmé, prononça la dame en robe de velours, presque à haute voix. La mariée faisait la paire avec Seldonimov. C'était une petite dame toute maigre. C'était une petite dame toute maigre qui n'avait encore que 17 ans, pâle, au visage tout petit et au petit nez pointu. Ses petits yeux minuscules, vifs et toujours mobiles, ne montraient pas le moindre signe de gêne. Au contraire, il vous regardait fixement et avec une sorte de nuance de rage.
Visiblement, Pseldonimov ne la prenait pas pour sa beauté. Elle portait une robe de mousseline blanche sur un faux rose, un cou maigre, un corps de poulet, des os saillants. Au salut du général, elle fut résolument incapable de répondre quoi que ce soit. Mais elle est toute mignonne, poursuivit-il, comme s'il s'adressait qu'à Pseldonimov, mais exprès pour que la mariée l'entende. Et là encore, Pseldonimov ne répondit rien du tout, mais cette fois, là, il resta immobile. Ivan Ilitch eut même l'impression qu'il y avait dans ses yeux quelque chose de glacé, de renfermé, qu'il avait quelque chose dans la tête, quelque chose de spécial, de très mauvais. Et pourtant, il fallait coûte que coûte jouer sur sa fibre, car c'est bien elle qu'il était venu chercher. Quel couple n'empêche, dit-il. Remarquez, et à nouveau il s'adressa à la mariée qui s'était installée à côté de lui sur le divan, mais à ces deux ou trois questions, il ne reçut comme réponse que oui ou non, et même ces réponses-là, à dire vrai, il ne les reçut pas. Elle pourra au moins se troubler un peu, poursuivit-il en lui-même. À ce moment-là, je me mettrai à plaisanter, parce que sinon ma position est désespérée. Et Hakim Petrovitch, comme par hasard, se taisait lui aussi, même si lui, c'était par bêtise, ce qui ne le rendait pas excusable. Messieurs, dames, mais ne vous ai-je pas dérangé dans vos amusements, dans vos amusements demanda-t-il en s'adressant à tout le monde, et il sentait que même ses paumes devenaient moites. Oh non, ne vous inquiétez pas, votre Excellence, on s'y remet tout de suite, là maintenant, on se rafraîchit, répondit l'officier. La mariée le regarda avec plaisir. L'officier était encore loin d'être vieux, il portait l'uniforme d'on ne sait quel régiment. Pseldonimov restait là penché en deux, à mettre en avant, semblait-il, encore davantage son nez crochu. Il écoutait et regardait comme un laquais qui tiendrait une pelisse dans les bras, attendant la fin de la dernière conversation de ses maîtres. Cette comparaison appartenait à Ivan Ilitch lui-même. Il se perdait, il sentait qu'il était mal à l'aise, vraiment très mal à l'aise, que le terrain se dérobait sous ses pieds, qu'il avait mis justement le pied Dieu savait où, et qu'il ne pouvait plus ressortir, qu'il était dans la nuit. Voilà, et la suite, ce sera pour la prochaine vidéo. On espère pouvoir la faire en deux, maximum trois. Et on te remercie si t'es resté juste au bout. Je te remercie beaucoup, je te dédicace. Et mets-moi un commentaire si t'es parvenu à écouter la première partie d'une sale histoire qui fait quand même une vidéo YouTube d'1h18. C'est ça, 1h17-18. Allez, merci, à plus tard.